À propos de citation, j'en ai une moins fameuse, mais qui est aussi assez effrayante. Il y a chez les gens de bien beaucoup de choses qui me répugnent, et certes non le mal qui est en eux. Mon Dieu, mais qui est-ce qu'a dit ça? Nietzsche. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dans le film, consacré aujourd'hui à La cérémonie de Claude Chabrol, un film sorti en 1995 avec Sandrine Bonner et Isabelle Huppert. Et pour en parler, vous le connaissez bien, c'est Jean-François Roger. Bonjour. Bonjour. Alors Jean-François Roger, vous êtes critique de cinéma au Monde, directeur de la programmation à la Cinémathèque française et fin connaisseur de Claude Chabrol, puisque je peux le révéler, vous êtes en train d'écrire un livre sur lui. Alors pourquoi La cérémonie? Peut-être parce qu'il constitue une sorte de précipité du cinéma de Claude Chabrol dans ce qu'il a de plus sombre, de plus ambigu et de plus brutal. Claude Chabrol, pour en parler, disait qu'il s'agissait certainement du dernier film marxiste. C'était un peu une formule dans le dossier de presse pour taquiner la critique. Alors on va voir ce que recoupe cette expression et surtout si elle est autre chose qu'une boutade. Et c'est un film d'autant plus dérangeant que dans son illustration qu'il donne de la lutte des classes, on ne sait pas véritablement quel camp choisir, tant le portrait de la bourgeoisie comme celui du prolétariat sont tous les deux très chargés. C'est ce qui constitue la puissance du film, sa profonde ambiguïté morale, sa profonde intelligence, et l'intelligence notamment qui le mobilise chez son spectateur. Et justement, avant de parler de la cérémonie, de se plonger véritablement dans le film, j'aimerais qu'on évoque ce statut un peu particulier de Chabrol dans le cinéma français, qui est une sorte de doudou. Je me souviens de Martine Aubry, à la mort de Claude Chabrol, qui avait fait un communiqué pour dire « Ah, on attendait chaque année le dernier Chabrol ». Donc voilà, c'était le dernier Chabrol chaque année, comme le Woody Allen. Et en même temps, il y a une part de ce cinéma, de ce cinéaste qu'on méconnaît, selon vous. Oui, je pense qu'il y avait un rideau de fumée autour de Chabrol que lui-même a beaucoup entretenu, notamment par ses déclarations, par sa bonhomie. Lui-même était devenu un personnage médiatique qui avait une image comme ça, qui faisait qu'il me semble on n'a pas vu, le public n'a pas vu, ou la critique n'a pas forcément vu toute la dimension, la complexité de ces films. Et surtout, en fait, Chabrol a été victime d'une chose, enfin de plusieurs choses. D'abord, il disait... J'ai fait beaucoup de mauvais films. C'est-à-dire qu'il lui-même, on avait le sentiment qu'il dévalorisait son œuvre et qu'il disait, oui, il y a un film qui, de temps en temps, il y a un film qui est réussi, il y en a qui sont ratés, etc. Et je me souviens l'avoir interrogé là-dessus, l'avoir un peu taquiné, lui avoir dit, mais vous vous faites du tort en disant que vous faites des mauvais films, vous avez fait des navets, etc. Il a fait des mauvais films, c'est indiscutable. Mais enfin, en le reconnaissant, d'une certaine façon, vous brouillez la perception qu'on peut avoir de votre travail. Et je lui rappelais que même dans les mauvais films, dans ce qu'il considérait comme des mauvais films ou ce qu'on pouvait considérer comme des films, disons, mineurs, il y avait des choses qu'on trouvait dans ces autres films. Et il m'avait dit, oui, c'est vrai que de toute façon, un film est une brique qui fait tenir le mur. Et donc, je pense que c'est à partir du moment où on considère la filmographie de Chabrol comme une œuvre, tout d'un coup, quelque chose d'autre se dévoile. Ce n'est plus forcément un film plus un film, puis ensuite un autre, etc. Un autre qui serait bon, puis un autre moins bon, et le suivant moyen, etc. Chabrol, c'est vraiment l'auteur d'une œuvre. Alors, ce qui est compliqué avec lui, vous l'avez dit, donc il fait partie de la génération de la nouvelle vague, hein, il fait partie des 5 jeunes Turcs qui viennent des cahiers du cinéma, qui viennent de la critique, et qui commencent à faire des films à la fin des années 50. D'ailleurs, Claude Chabrol est considéré comme étant le réalisateur qui a signé le premier long métrage de la nouvelle vague, qui est Le Beau Serge. Et donc c'est le premier film qui se tourne de cette bande-là qui écrit sur le cinéma dans la revue Les Cahiers du cinéma. Et c'est le moment où on affirme aussi, toute cette génération-là, toute cette bande-là a affirmé et a même popularisé l'idée de la politique des auteurs. Voilà, un réalisateur, c'est un auteur. Alors quand on regarde l'œuvre de Chabrol, c'est celui qui a eu la carrière la plus extravagante. C'est-à-dire d'une certaine façon, il est indiscutable, on peut facilement considérer Truffaut, Rohmer, Godard évidemment, comme des auteurs, c'est-à-dire des gens qui ont maîtrisé, enfin c'est une conception de l'auteur, c'est-à-dire des gens qui ont maîtrisé totalement toute la production de leur film, de l'écriture jusqu'à la réalisation. Or Chabrol, lui, après une période très personnelle, il fait des films de commande.
Et puis il fait des films d'espionnage avec Roger Hanin, il fait des films du samedi soir, il fait des productions improbables, des coproductions internationales assez bizarres, adaptées de romans, je pense au Sang des autres par exemple. Et on se dit, bah voilà quelqu'un, lui, c'est celui dont c'est celui peut-être dont l'identité d'auteur est peut-être la plus problématique. À partir du moment où où c'est un cinéaste qui accepte de faire des films des commandes. Et moi je pense qu'en fait, et c'est là il faut retourner la perspective, c'est que c'est peut-être le plus auteur de tous. Parce qu'on sait que la notion d'auteur, elle est née, elle a été appliquée notamment à des cinéastes qui travaillaient à l'intérieur du système hollywoodien. Pour le coup, des cinéastes qui n'étaient pas forcément libres du choix des films, qui n'écrivaient pas les scénarios et qui ne maîtrisaient pas forcément le montage de leurs films, etc. Et les gens des cahiers du cinéma disaient, mais ça, ce sont des auteurs. La provocation, elle était là. Dans la politique des auteurs, il y a auteur, mais il y a politique aussi. Il y avait cette idée de provocation. Ben, Chabrol, c'est peut-être le plus auteur de tous parce que c'est celui qui se plie à un système industriel ou disons artisanal, qui est celui du cinéma français des années 60, 70, etc. Et qui, à l'intérieur de ce système-là, en réalisant des commandes de façon plus ou moins opportuniste, il reconnaissait lui-même avoir fait des films parce qu'il avait besoin d'argent, réussit peut-être à imposer son art plus que les autres. C'est dans la contrainte qu'on devient un auteur, en fait. Et finalement, peut-être que Chabrol est le plus auteur de tous. Donc le plus hollywoodien, selon vous? Certainement le plus hollywoodien, dans la mesure où il avait la volonté de tourner avec des acteurs connus, voire des stars. Il y a la volonté chez lui de tourner des films de divertissement. C'est pas du tout une petite économie, disons à la Rohmer, qui par ailleurs faisait des films qui eux aussi ont commencé à avoir du succès. Enfin, avec un système de production, les films du Losange, une petite économie qui pouvait facilement devenir rentable. Lui, Chabrol fait des films pour le public du samedi soir. Et il y a une période, il est un cinéaste commercial aussi important que d'autres et qui enchaîne des succès. Ça, on est à la fin des années 60, au moment où ça arrive. Mais après une période de vache maigre. Il y a peut-être dans cette œuvre un motif dans le tapis. Est-ce que vous voyez une sorte de cohérence dans l'œuvre de Chabrol, quelque chose qui se révélerait quand on a vu tous les films comme vous? Oui, là on peut reprendre à partir de grandes catégories et de voir comment, très précisément, elle s'incarne dans les films, parfois de façon furtive ou brève dans les films mineurs, parfois de façon implacable et totale dans les grands films, mais il y a évidemment chez lui quelque chose qui fait qu'il a construit une œuvre. Tout d'abord parce que, sans doute, on peut commencer à dire Chabrol est un cinéaste essentiellement réaliste. C'est une question, c'est une dimension très importante pour comprendre son cinéma. Alors, réalisme, c'est dans une tradition française qui vient pas seulement du cinéma, mais une tradition française qui vient aussi, on pourrait dire que ça commence avec les frères Lumière, Renoir, Chabrol. Alors, Chabrol a réalisé quelques films avec une dimension fantastique, assez peu, très très peu, ils sont d'ailleurs assez beaux, comme Alice ou la dernière fugue, mais c'est un cinéaste essentiellement réaliste. Et c'est à partir de là qu'il va commencer à mettre en question la notion de réel dans ses films. Et donc, comment il le fait? Eh bien, par, finalement, ce dont il a fait l'éloge, et ce dont lui et ses petits copains ont fait l'éloge dans les cas du cinéma, ce qu'on appelle la mise en scène. C'est-à-dire que la mise en scène chez Chabrol, c'est la rencontre du monde réel et d'un monde, on peut dire virtuel ou fantastique ou surnaturel, et c'est fait de façon tellement subtile qu'on peut ne pas le voir. Ce qui fait que d'ailleurs, on l'a souvent pas vu. On a souvent considéré au mieux les films de Chabrol, pour certains critiques, c'est un grand cinéaste, mais globalement, le cliché fait qu'on le considère surtout comme un cinéaste, pour le coup, réaliste, un observateur de la société. Flaubertien. Ou balzacien aussi, voilà. On a beaucoup cité Balzac à son propos. Mais il y a une dimension fantastique et surnaturelle chez Balzac, il faut pas l'oublier. Donc je pense que c'est aussi... on peut prendre le cinéma de Chabrol de la même façon. Donc et puis aussi, même à la fin, je pense que c'est peut-être un peu assez terrible, parce qu'il est devenu très très populaire sur les dernières années, les gens aimaient plutôt ses films, mais on les considérait comme des bons films policiers, ou des films du samedi soir, on suivait avec des enquêtes, un peu des films qu'on lit dans le train, quoi. Enfin, je veux dire, un peu, voilà, c'est un peu peut-être le même malentendu qu'il y a eu à un moment donné pour Simenon, qui est un immense écrivain, mais qui par ailleurs écrivait des romans qu'on lisait
lisait, oui, pour les lectures ferroviaires, quoi, qu'on lisait dans le train. Donc il y a ce malentendu qui est qui démarre très tôt avec Chabrol. C'est-à-dire qu'on a du mal à voir le monde qu'il y a derrière le monde. On pourrait dire un autre monde est possible chez Chabrol. Hein. C'est ce monde-là, il affleure par moments, et il affleure uniquement par c'est même pas des effets, par la mise en scène, c'est-à-dire un recadrage, un mouvement de caméra, une utilisation de la profondeur de champ, et tout d'un coup, quelque chose apparaît dans le champ qui n'est pas seulement le donné obtus de la réalité, mais une dimension ou une entité fantomatique qui tout d'un coup va approfondir, en fait, enrichir ce que je veux dire, la poésie du film, quoi, la poésie de ce qu'il raconte. Et donc ça, c'est très difficile forcément à remarquer, surtout quand on a l'impression que c'est un cinéaste qui est avare d'effets, qu'on a l'impression que c'est un cinéaste qui se contenterait de raconter des histoires. Et en fait, c'est justement à cause de cela que c'est peut-être un très très grand cinéaste. C'est-à-dire qu'on peut dire dans le cinéma américain, il y a eu quelqu'un comme Preminger, par exemple, qui était aussi quelqu'un, ou Jacques Tourneur, c'est-à-dire des cinéastes qui... en fait, faisait surgir derrière, encore une fois, le donner des apparences du monde réel, quelque chose d'autre qui enrichissait évidemment à la fois le plaisir et la réflexion du spectateur. Alors on va s'approcher tout doucement de la cérémonie, mais dans tous les films que j'ai vus de Chabrol, il me semble que la bourgeoisie française a une place très très importante. C'est pour ça qu'il est flaubertien, et d'ailleurs Madame Bovary traverse de façon continue, même jusqu'à la cérémonie, il me semble un peu. Il y a toujours un peu de Flaubert dans les films de Chabrol. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que c'est une grande œuvre, une sorte de grande observation de la bourgeoisie française, la filmographie de Chabrol? Oui, c'est une observation à la fois indulgente et en même temps sans pitié. Hein. C'est-à-dire qu'il est ces personnages de bourgeois. Exemplairement incarné par exemple par Michel Bouquet dans les films qu'il tourne à la fin des années 60, La femme infidèle ou Juste avant la nuit, ou La rupture par exemple, sont des personnages à la fois auxquels on peut s'identifier et en même temps qui sont totalement victimes de leur classe sociale eux-mêmes. C'est-à-dire que au-delà de la dimension subjective, et on en parlera dans la cérémonie parce que toute la question elle est là, c'est les bourgeois modernes dans la cérémonie, c'est pas les bourgeois de la France des années 60, etc. Mais déjà Bouquet est un bourgeois moderne hein, dans Juste avant la nuit. Il a la bonne mange à table et puis ils sont tous assis par terre. Enfin, on est dans le modernisme de l'époque. Mais ce qui l'intéresse, c'est pas tant la critique de la bourgeoisie. Enfin, après, on lui a reproché, d'ailleurs, il y a eu une critique venue de la gauche contre les films de Chabrol qui disait que ce sont des films bourgeois parce que, pour le coup, on n'avait pas l'impression que Chabrol voulait révolutionner formellement le cinéma. Donc ce sont des films finalement très conservateurs formellement. Et on a dit aussi, mais finalement, il critique la bourgeoisie, mais c'est pour mieux la réformer. Mais je pense que ce n'est pas du tout la question dans le cinéma de Chabrol. Le cinéma de Chabrol, ce qui l'intéresse dans la bourgeoisie, c'est... Je dirais, c'est son comportement. C'est-à-dire comment la classe sociale détermine un comportement et comment ce comportement se met à écrire ou à créer de la fiction, des histoires et même des tragédies. Et ça, c'est très frappant chez Chabrol. Et alors, une des dimensions très importantes dans la bourgeoisie chabrolienne, c'est la rétention. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qui définit le personnage de bourgeois dans le cinéma de Chabrol. Il se retient jusqu'à ce qu'il explose. Il se retient de quoi? Il se retient. Il se retient notamment de coucher avec la femme qu'il désire. Il se retient de tuer l'amant de sa femme. Il se retient et puis à un moment donné, il se retient plus. Et donc la pulsion irrépressible. Là, pour le coup, on retrouve quelque chose qui vient pour le coup, du naturalisme littéraire, du naturalisme au sens le plus fort du terme, c'est-à-dire un monde des pulsions qui surgit à l'intérieur d'une société qui fait tout pour qu'on ne le voit pas, pour le retenir. Et évidemment, ça engendre des situations d'autant plus explosives que la forme la forme essaye de ne pas montrer les effets
des effets de mise en scène, ne fonctionne pas sur les effets de mise en scène. En tout cas, des effets trop spectaculaires. Donc la forme se En fait, il y en a retient plein. aussi. Voilà, elle se retient. Elle se retient, sauf quand on regarde dans le détail, elle ne se retient pas du tout, mais elle est très, très subtilement, tout est subtilement amené. C'est-à-dire qu'il montre à la fois, il est essentiellement réaliste, il s'attache à la description d'une classe sociale particulière, enfin souvent, donc la bourgeoisie, mais c'est pour en dévoiler la dimension la plus sombre, la plus tragique pour le coup. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le naturalisme devient de la tragédie. C'est-à-dire pour ça qu'il aimait beaucoup les romans policiers, les récits policiers. Il fallait qu'il y ait un meurtre, parce qu'évidemment, la tragédie ordinaire, c'est le meurtre, c'est le fait divers. C'est le fait divers. D'ailleurs, la cérémonie, on pourra dire, ça pourrait être tiré d'un fait divers. Donc c'est cette dimension-là qui, à mon avis, définit et caractérise le cinéma de Chabrol. Alors évidemment... Il était lui-même bourgeois quand même. Oui, bien sûr, donc il savait de quoi il parlait. Après, c'est sans doute... On peut dire, quand on pense à un film comme La fille coupée en deux et Bel Ami, donc ces deux derniers films, qui pour moi sont ces films finalement où l'autobiographie affleure le plus, on peut se dire que Chabrol a construit sa vie pour se protéger du monde réel et donc non seulement pour se protéger, mais pour avoir du plaisir. Mais ça allait de pair, donc il ne pouvait avoir du plaisir que s'il était protégé. Et donc il avait Aurore Chabrol, donc était sa script girl, sa femme, donc sa dernière femme était script, il a été sa script girl, et la fille d'Aurore était son assistante réalisatrice sur les films. Et finalement, qu'est-ce que c'est une script? Une script, c'est quelqu'un qui fait en sorte que le réel n'ait pas de suture, que tout soit, voilà, qu'il n'y ait pas de faux raccords. Tout doit se dérouler sans faux raccord, sans raccord, sans rupture dans le continuum de la vie. Et puis l'assistante, ben, c'est celle qui vous protège du monde réel, c'est celle qui protège le plateau, qui fait en sorte que tout se passe comme vous le voulez. Le personnage comme de François Berléand, par exemple, dans La fille coupée en deux, ben, c'est un peu quelqu'un comme ça. Il est protégé par deux femmes, sa femme et puis son éditrice, qui est un peu, on comprend un peu sa maîtresse. Et il a à un moment donné l'illusion de vivre une aventure amoureuse et puis il recule, il en a peur. Et je ne dis pas que ça correspond à quelque chose de précis dans la vie de Chabrol, mais simplement ce sont des films qui montrent bien le souci de Claude Chabrol de se protéger peut-être justement des aléas d'une biographie qui serait trop extravagante. Et donc on peut dire oui, alors dans ce cas c'est un bourgeois, mais pourquoi pas, oui. Comme tous les cinéastes français des années 60-70. Oui, c'est vrai. Alors, La cérémonie est une adaptation d'un roman de Ruth Rendell qui s'appelle L'Analphabète. Alors, peut-être revenir sur la genèse. Donc, est-ce qu'il avait déjà adapté... donc, c'est une écrivain de polar britannique qui... donc, le roman s'appelle L'Analphabète. Chabrol trouvait que c'était un titre effroyable. Et il a appelé ça La cérémonie. On verra plus tard pourquoi. Et donc, il y a la première motivation, c'est ce roman. Et en fait, il y en a beaucoup d'autres quand on lit les interviews de Chabrol. Notamment, il dit toute l'idée du film vient d'un article paru dans Le Figaro qui titrait « La chute du mur de Berlin sonne le glas de la lutte des classes ». Alors, il dit que c'est une phrase extraordinaire qui ne peut être écrite que par quelqu'un qui fait partie de la classe supérieure. L'effondrement du mur de Berlin ne pouvait que représenter un soulagement pour les nantis. Cette analyse, fleur bleue de la marche du monde, était bourrée d'arrière-pensées pas très recommandables. Il y a aussi du coup ce discours sur c'est un film marxiste et en même temps, Chabrol ne cesse comme toujours, de dire que c'est pour rire, que c'est une boutade pour exciter les critiques. Et en même temps, on se rend compte en lisant des interviews qui sont parues là, dans les cahiers du cinéma là, au moment de la sortie du film que c'est sa principale motivation. Et donc, c'est comme s'il ne l'assumait pas en fait de faire un film marxiste. Il le dira plusieurs fois, même après, dans des interviews, bien après, pour des livres d'interviews. Il continuera de dire qu'en fait, pour lui, c'est un épisode de la lutte des classes, c'est un film marxiste. Il est vrai qu'il a eu du nez avec cette formule-là, parce que quand vous lisez les critiques de l'époque, évidemment, tout le monde s'est engouffré dans la dimension politique, immédiatement politique du film, mais un peu comme finalement... on est en 95 quand le film sort, et parler de la lutte des classes, en gros, redéfinir la société
définir la société avec les outils conceptuels du marxisme, hein, aussi simple soit-il que les des classes, tout d'un coup, c'est comme si on parlait une langue qui avait effectivement disparu, et en fait, ça fait du bien, parce qu'on n'a rien trouvé pour la remplacer. Et moi, je me souviens très bien de la sortie du film, et de la façon dont tout le monde a trouvé ça formidable, ce cinéaste un peu douteux, Chabrol. À la fois, il critique la bourgeoisie, comme vous le dites, il est lui-même un peu bourgeois, puis s'il la critique, c'est qu'il l'aime bien, donc il y a toujours eu il y a aussi eu ce soupçon autour du cinéma de Chabrol, que c'était pas vraiment un cinéma de gauche. Est-ce qu'il était, lui, est-ce qu'on sait à peu près s'il votait ou... Il a été, alors, on a longtemps considéré qu'il était proche du PC dans les années 60, il était gentiment social-démocrate, voilà. Bon. Il n'est pas impossible que... Enfin, je ne sais pas, je ne vais pas parler à sa place, je ne sais pas pour qui il aurait voté, mais... Ah non, mais dites-le, c'est pas grave, ça pas reste une hypothèse. Il avait dit des choses très amusantes sur mai 68, par exemple. Il avait dit quoi? Il disait, mais de toute façon, il fallait bien que ça s'arrête parce que tout le monde a eu peur. Il disait, au bout de 6 semaines, l'économie se détraque vraiment. Et donc, il faut vraiment faire la révolution. Et en fait, tout le monde a eu peur que l'économie se détraque. Bon, voilà, il avait comme ça un regard un peu ironique sur la société. Il avait adapté un roman de Jean-Patrick Manchette, un polar qui s'appelait Nada, sur un groupuscule d'anarchistes. Et il s'était, au moment de l'écriture du scénario avec Manchette, donc, qui était plutôt quelqu'un proche des situationnistes et de l'ultra-gauche, etc. Et il s'était gentiment engueulé parce que Manchette disait qu'en gros, les opinions de Chabrol étaient plutôt proches du PCF, quoi. Et en gros, Chabrol avait fait enlever du roman une attaque contre le parlementarisme, ce genre de choses. Donc, on voyait un peu... Donc voilà, c'était quelqu'un sans doute assez modéré et qui regardait surtout la société de façon assez ironique. Ça le faisait beaucoup rire, les hommes politiques le faisaient beaucoup rire. Ça, c'était indiscutable. Sur cette histoire de dernier film marxiste, donc il dit ça à un moment de la sortie du film. Évidemment, toute la presse, une grande partie de la presse s'engouffre là-dessus avec un grand soulagement. Un vrai film politique français, dans une période où on pensait que le marxisme allait comme ça, petit à petit se déliter, quelqu'un qui reparle la langue d'avant, etc. Ça a beaucoup soulagé la critique de cinéma. Après, quand on regarde le film en détail, oui... on peut dire qu'on est classe contre classe. Hein. Il y a même ce qui est très... revenir justement on ça de l'histoire du film, du synopsis tout bêtement. Mais on en parlera. Mais justement, en même temps, on parle. La cérémonie est un des rares films où on voit des prolétaires. C'est ça. Chez lui. Alors il y en a un qui est très important dans la filmographie de Chabrol, c'est Les Bonnes Femmes. Les Bonnes Femmes est un film. Alors là, c'est un de ses plus grands films. C'est un de ses premiers. C'est le 4e. Un bide total. Et le film à l'époque est attaqué. Il est par la presse de gauche. Il est traité de fasciste. Parce que, voilà, c'est la description, le portrait de 4 vendeuses en magasin qui vendent de l'électroménager et qui, le soir, vont dans les cabarets, se font draguer par des types. Enfin, une vision pas du tout idéalisée de la classe ouvrière. Et le film a été très, très attaqué à cette époque-là. Il était en plus écrit par Paul Djegoff, qui est un individu un peu sulfureux, comme ça, qui a une image comme ça très, très... Qui était un écrivain, il faisait un peu de tout. D'abord il était écrivain, scénariste, voilà. Absolument. Donc, oui, alors, voilà, on l'a dit, cinéaste de la bourgeoisie, il filme des drames bourgeois, hein, finalement, Chabrol, il va filmer... Les films pour lesquels il est le plus connu, les films pour lesquels il est le plus respecté, ce sont des drames bourgeois. Et donc, avec la cérémonie, là, il va s'attaquer il va mettre en confrontation à la fois des personnages, des bourgeois, et puis 2 filles qui relèvent, qui sont des 2 prolétaires. Qui sont, donc, du coup, est-ce que vous pouvez... qui sont joués par Sandrine Bonner et Isabelle Huppert. Hein, donc il y a Sophie. Alors Sophie Bonhomme, alors là aussi les noms dans le film, il s'amusait beaucoup avec les patronymes. Ouais. Sophie Bonhomme, donc tout commence par elle en fait, et c'est une jeune femme qui va être embauchée comme bonne à tout faire par une famille qui vit dans une grande maison, une grande demeure en Bretagne. Lui, c'est Jean-Pierre Cassel, il dirige une entreprise de conserve. Elle, sa femme, c'est Jacqueline Bisset, elle a une galerie de peinture, donc on est vraiment dans les clichés, en tout cas les attributs de la bourgeoisie moderne. Et puis, en fait, petit à petit, les relations entre les patrons et la domestique vont se détériorer. Notamment grâce à l'influence d'un agent extérieur, qui est le personnage joué par Isabelle Huppert, qui va devenir amie
avec qui est la Sandrine postière Bonner, du qui est la bourg. postière du village, qui est fouineuse, curieuse, un peu malfaisante, et qui n'arrête pas d'exciter Sandrine Bonner contre ses patrons, lui dire il t'exploite, etc. On peut dire qu'elle est du côté de la lucidité de classe, et en même temps, ce qui va se passer, en fait, c'est une alchimie entre les deux filles qui va déclencher une forme de folie à deux. Le film, c'est vraiment comment la rencontre des deux personnages va déclencher, va favoriser une forme de folie qui va aboutir. Et on va vers une catastrophe, vers la catastrophe finale. Mademoiselle, vous êtes Sophie Bonhomme? Oui, madame. Ah, je suis Catherine Lelièvre. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci, madame. Vous voulez boire quelque chose? Un thé comme moi? Non, ce n'est pas la peine. Mais si. Un autre thé, s'il vous plaît. Bon, bah, il faudrait que je vous explique la situation. Nous habitons une maison un peu isolée, près d'un gros bourg, à une dizaine de kilomètres d'ici. C'est assez grand, je vous le cache pas. Mais en fait, nous ne sommes que 3. Ma belle-fille ne vient que le week-end, et encore, pas tous. Nous recevons de temps en temps, ça fait du travail supplémentaire. Et la maison est très bien équipée. Je n'ai pas peur du travail, madame. En général, c'est moi qui fais la cuisine. Mon mari rapporte les courses une fois par semaine, ou bien on passe la commande par Minitel. Donc vous serez libre assez tôt. Je sais faire la cuisine. Ah oui. La maison isolée ne vous ennuie pas trop? Je sais pas. On se débrouillera. Je vous amènerai en ville de temps en temps, si vous voulez. Je m'occupe un peu d'une galerie de peinture. Vous voulez voir mes références? Ah oui, bien sûr. Madame Victoire ne peut pas me garder parce que son mari est mort et parce qu'elle va vivre avec son fils en Australie. Eh ben, dis donc. Alors, vous êtes libre tout de suite? Oui. Je suis restée longtemps chez elle, mais il n'y a jamais eu aucun problème. Elle vous le dira. Il y a là son numéro de téléphone et son adresse. Ben, je l'appellerai ce soir. Mais je pense que ça va aller. Il n'y a pas de raison. La maison est assez difficile à trouver la première fois. Je viendrai vous chercher à la gare. Vous êtes renseigné sur les heures de train? Vous savez à quelle heure ils arrivent? À 9h. 9h du matin. Bon, bah, ça serait possible quand? Mardi? Mardi? Oui. Oui, mardi. Aujourd'hui, on est quoi? On est samedi. Ça vous laisse dimanche et lundi. Ça ira? Oui, mardi, c'est très bien. Merci, madame. Bon, bah, le marché conclu. À mardi. Madame Dutoit me payait 5 005. Oh, excusez-moi. 6 000? Ça va. Donc, dès les premières minutes du film, on a déjà... donc elle se trompe de café. Ben, oui, en fait, le passage, c'est d'abord, il a une valeur un peu programmatique, c'est-à-dire que Jacqueline Bisset, qui reçoit donc qui est Madame Lelièvre, donc, qui reçoit cette jeune femme qu'elle veut embaucher comme bonne à tout faire, lui explique de quoi est composée la famille, comment est la maison, etc. Donc, de toute façon, on a avant de les voir une présentation des personnages qui est très très rapide et très pratique et très fonctionnelle. Après, quand on regarde évidemment ce passage dans le détail, qui pourrait être, on pourrait se dire, c'est un passage utile à la narration, utile à amener le spectateur à ce qui va arriver après. On voit bien qu'il y a 2-3 trucs qui ne vont pas exactement comme ça devrait aller. On ignore encore le secret de la jeune femme, qui est analphabète ou illettrée, maintenant on dit illettrée, mais on comprend le premier plan où elle se fait indiquer le café par un passant, alors qu'elle est devant le café en face, donc elle s'est trompée de café. En fait, après, on comprendra, elle s'en café parce qu'elle ne sait pas lire. Donc, il y a ça. Puis, elle ne sait pas quel jour on est. Elle n'a pas de stylo, dit Chabrol. Voilà, oui, il y a plein de petits indices
qui font qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, le film est très remarquable parce qu'il y a très souvent des plans où on se dit il y a un truc qui ne va pas, mais on ne sait pas ce que c'est. Hein, même parfois, cette inquiétude-là, elle n'aura jamais d'explication dans le film. Là, on voit bien, enfin, on comprend bien que tout ce qui fait problème là, d'ailleurs à la première vision, on ne le voit pas, on ne voit pas le problème. Il faut le revoir, faut voir 2 fois pour comprendre à quoi servent les différents gestes, les différents détails qui sont glissés dans cette scène. Mais en tout cas, il y a dans le film de nombreux moments où il y a une vraie inquiétude sans qu'on sache vraiment pourquoi. Par exemple, des plans qui durent un peu plus longtemps sur des pièces vides, où il y a des mouvements de caméra un peu curieux qui n'ont pas d'utilité immédiate et dont on ne sait pas pourquoi ils sont là. Mais ça, bon, on en reparlera tout ça, même de la dimension fantastique, voire expressionniste du cinéma de Chabrol, parce que c'est très remarquable dans celui-là. En tout cas, il y a cette idée du détail. Et Commandante, il y en a plein. Alors, et puis là, on comprend tout de suite la supériorité sociale de Jacqueline Bisset, parce qu'elle commande un thé pour elle. Alors qu'elle veut rien. Elle veut rien, et l'autre lui dit non seulement elle l'oblige à prendre quelque chose, mais en plus, elle choisit pour elle. C'est un thé. Et donc, tout de suite, on va se rendre compte que c'est une famille de bourgeois ils sont plutôt sympas, cool, modernes. Ça leur bon, ils essayent de faire travailler leurs bonnes de façon, voilà, il y a du paternalisme chez eux, mais il y a cette volonté de supprimer, il y a cette volonté subjective de supprimer l'idée de domination sociale, mais en fait, elle est tout le temps présente, et quoi qu'ils fassent, on la voit, elle est visible. Juste pour revenir sur un point, c'est cette idée du détail qu'on remarque, qu'on peut ne pas remarquer, et qu'on voit surtout quand on revoit le film. Chabrol disait, il y a les films pairs et les films impairs. Il disait, en fait, il faut faire des films pairs, parce qu'il n'y a que les films impairs qui marchent. Les films impairs, vous pouvez les voir une fois et ça suffit, vous avez tout compris. Alors que les films pairs, il faut les voir 2 fois. Alors lui, voilà, ça peut. Les films de Chabrol sont des films pairs, mais en fait, bon, c'est un peu une boutade, mais je pense que c'est un des cinéastes, comme peu dans l'histoire du cinéma, dont on peut dire, enfin, je sais pas, c'est Zizek qui disait ça en parlant d'Hitchcock, le sujet supposé savoir. C'est-à-dire que quand vous voyez un truc dans un film de Chabrol, que vous ne comprenez pas ce que c'est, vous pouvez être sûr que lui sait ce que c'est. C'est-à-dire qu'il est plus intelligent que vous. Et c'est à vous que le sens échappe, vous ne comprenez pas. Et ça, je pense que dans l'histoire du cinéma, il y a très peu de cinéastes dont on peut être à peu près sûr que ça marche. Je pense que Hitchcock, c'est évident. Je pense qu'il y a quelqu'un comme Kubrick aussi. Évidemment, c'est un cinéaste dont on se dit, dans sa volonté de maîtrise totale, on peut dire que tout, dans un film de Kubrick, a du sens. Comme chez Chabrol, tout a du sens, même si... Et si on ne comprend pas, c'est que lui, en tout cas, lui, il a compris. Donc, il y a cette idée du détail, mais on en reparlera et on verra tout ça à l'œuvre pendant tout le film. Alors... Et ce qui m'a frappé dans cette scène, c'est qu'elle est gênante parce qu'on voit que tout ce qui est de l'ordre, voilà, même dès qu'on parle, dès ce premier rapport très simple, le rapport de domination s'installe et il est très gênant. Et d'autant plus gênant que la gentillesse est du côté de Madame Lelièvre, alors que Sandrine Bonner, tout au long du film, elle va être plutôt déplaisante. Elle ne fait rien pour plaire, elle ne fait rien pour être embauchée, mais Madame Lelièvre est tellement pressée de trouver une bonne qu'elle va l'embaucher. Et puis surtout, moi j'aime beaucoup vraiment le dernier échange, c'est-à-dire que Madame Lelièvre ne parle pas d'argent. Hein, elle est trop distinguée pour parler de la rémunération. C'est forcément la prolo qui va y penser et pas du tout celle qui doit payer. Donc c'est vraiment un truc, une situation même je pense qu'on a tous vécu. Ouais. Celui qui doit payer, il n'y pense pas. Ah oui, excusez-moi. Oui, enfin, ça, c'est très drôle dans la scène de voir que... alors que Sandrine Bonner est précisément dans un rapport purement... Dès cette première séquence naît finalement économique. Ce qu'on va comprendre du rapport entre la famille bourgeoise et la jeune prolétaire, hein, qui est un rapport... qui se veut, encore une fois, plutôt apaisé, sympa, etc. Et en même temps, qui est un rapport de domination, mais de domination qui a honte d'elle-même, en fait, mais qui est toujours là. Ce qui est pas mal, finalement, et ça, je crois que c'est Chabrol lui-même qui l'avait dit, il dit, c'est l'État c'est l'État de bourgeois, la question. C'est pas l'État, il y a pas la question de la subjectivité, est-ce qu'on est un patron sévère ou dur, ou bien un patron sympa? On est un patron. Il y a le roman qui a eu le prix Goncourt cette année, qui s'appelle Chanson douce, raconte un fait divers. C'est Leila Slimani. Ouais. Il raconte un fait divers, une babysitter qui tue les enfants qu'elle garde. Et en fait, en lisant ce roman, on comprend que finalement, à partir du moment où vous travaillez pour quelqu'un, c'est foutu.
C'est un peu ce que dit la cérémonie. Pourquoi c'est foutu? C'est foutu parce que le rapport est faussé. Si vous travaillez pour quelqu'un, le rapport avec cette personne est faussé. Forcément. Alors là, il y a de la domination, il y a de la violence. Il y a de la violence, tout simplement, il y a de la violence. Et là, ça se voit vraiment dès la première scène. Là, il y a d'autant plus de violence, finalement, paradoxalement, que la famille bourgeoise essaye de la cacher. Ou de l'amoindrir, ou de la de faire. Il y a même la fille qui traite son père de fasciste. On va regarder justement la scène de présentation de la famille où on a plusieurs nuances de la bourgeoisie, c'est-à-dire Mélinda, la fille qui est très gentille, qui est plutôt du côté de Sophie, le père qui est beaucoup plus agressif et méchant et qui n'hésite pas à l'appeler Boniche. On va voir que ce mot de Boniche, qui au début on le corrige et puis au bout du film on l'utilise. Voilà, on se laisse aller. On se laisse aller. Voilà. Donc on se retient plus. Donc on va regarder cette présentation de la famille qui est très ambiguë. Bonjour. Bonjour toi. Alors? Je vais te raconter ça. Dis donc toi, on t'attendait hier soir. Oui, mais hier soir, j'étais prise. Oh, t'aurais pu donner un coup de fil. Ton père s'est étonné de ton absence. Tu veux que je t'aide? Non, tu es gentil. J'ai quasiment fini. Où sont les hommes? Ah oui, c'est vrai, elle était déjà partie. On nous a livré la télé, on a installé le satellite. Tu penses, ils sont en train de zapper comme des malades. Tu te rends compte, Gorgo? C'est formidable. Avoue que c'est formidable. C'est formidable. Donc maintenant, il faut que tu fasses ton choix. Je sais pas, qu'est-ce que t'as envie de voir? Le coucher de soleil. Alors, je touche du bois, je crois qu'elle est pas mal. Pas mal, pas mal. Mais qu'est-ce qu'il te faut? Mais elle parle pas de la télé, crétinus. Je parlais de la nouvelle bonne, mon cher. Mais Kouka, t'as pas honte, la bonne, c'est humiliant. Comment faut-il l'appeler? Elle s'appelle comment d'abord? Sophie. Malheur. Mais je sais pas, mon employé de maison, gouvernante. Tu me vois en train de dire ma gouvernante? Sérieusement, ma chérie. Bonne, c'est un terme assez gratifiant, tu sais. Bonne. Bonne à tout faire. Bonne à tout faire. Qui peut s'en vanter? T'es idiot. Donc on voit que ce genre de scène, dans leur subtilité, dans l'ambiguïté qu'elles travaillent, sont extrêmement importantes pour le massacre final. Et on voit que, contrairement à beaucoup d'autres films de Chabrol, par exemple, je pense à Que la bête meurt, où là le portrait de la bourgeoisie est extrêmement chargé, là une sorte de famille bourgeoise plutôt sympathique avec on voit que les garçons sont... Enfin, les hommes, le père et le fils rigolent, l'appellent Boniche, et les femmes commencent à vouloir qu'on respecte, même en son absence, Sophie, puis c'est quelque chose qui va progressivement disparaître au fil du film. Et puis surtout l'importance de la télévision. Donc c'est la première fois qu'il y a un personnage à part entière dans le film qui est très très important. Et même moi, je dirais que c'est presque ce que veut dire le titre du film. La cérémonie, c'est ce qui consiste à le fait de regarder la télévision. Et alors, quelle est cette importance-là? Quel est le rôle de la télévision dans ce film? Elle est très présente. Là, on voit bien quand même, elle organise même la façon dont les personnages sont installés dans l'espace, puisqu'ils sont tous sur le divan, donc de façon frontale. Et même, ils vont parfois s'installer sans même regarder la télévision. Donc, c'est comme si elle avait déterminé les gestes des personnages dans la maison. Voilà, on se met face à la télévision. Pour Sophie, donc pour la jeune bonne de la télévision, c'est ce dans quoi elle se plonge lorsqu'elle est seule dans sa chambre. Elle se plonge dans la télévision. Alors on voit bien, eux, ils ont accès à toutes les chaînes du monde, alors qu'elle regarde des émissions de variété. On lui refile la vieille télé. Et de jeux, etc. Voilà. On lui refile la vieille télé. Alors, pour revenir quand même sur cette séquence, il y a un truc qui est très important. Enfin, vous avez raison de dire que les hommes rigolent et s'amusent à parler de Boniche, mais justement parce qu'ils ont conscience qu'ils n'utilisent pas le mot. C'est-à-dire que c'est encore peut-être pire que tout. C'est-à-dire que nous, on n'est pas des bourgeois. Parce que si on était des bourgeois, on dirait la bonne ou la boniche. Mais on dit la boniche, mais c'est ironique, on rigole, en fait. C'est ça. Et ça, c'est une espèce c'est assez finement observé, finalement, qui est cette bourgeoisie... qui définit le portrait d'une bourgeoisie qui ne veut pas se définir comme bourgeoise. Enfin, qui veut éliminer les signes, disons, archaïques ou, je sais pas, de la bourgeoisie.
Donc, qui utilise l'ironie pour ça. Oui, bien sûr, on dit Boniche, mais ça nous fait rire parce qu'on ne dit plus Boniche. Enfin, ils le disent quand même. On ne se retient pas de le dire. Voilà, c'est-à-dire que là, c'est toute la question du cinéma de Chabrol, autour de quoi tourne le cinéma de Chabrol, qui est l'être et. Si on dit Boniche, ça veut dire Boniche, et on a beau se dire que c'est au second degré, ça veut quand même dire Boniche. Et donc, c'est une famille finalement qui a intégré l'idée du politiquement correct, puisqu'elle est plutôt éclairée, libérale de mœurs, etc. Et en même temps, justement parce qu'elle se considère beaucoup plus émancipée que la classe bourgeoise traditionnelle, utilise des termes qu'elle méprise avec ironie. Mais ça n'empêche pas qu'elle les utilise. Je pense que c'est ce rapport. De toute façon, la langue, et évidemment l'écriture, c'est quelque chose... La langue comme ordre symbolique, et encore une fois, l'écriture comme ordre symbolique encore plus, c'est quelque chose qui va être très important dans le film et qui va notamment être le théâtre de la catastrophe. Enfin, mais ça, on y reviendra sans doute. Alors, on va passer au débriefing sur le travail de Sophie. Donc, Sophie vient d'arriver. Alors, il y a déjà une scène que vous vouliez évoquer, notamment l'arrivée de Sophie à la gare. Alors, parmi les détails qui sont un peu bizarres, parmi les choses un peu étranges et un peu inquiétantes, il y a 2 mouvements de caméra au début du film, qui correspondent au moment où Sophie arrive dans la maison. Le premier, c'est à la gare, où elle est censée avoir pris le train. Jacqueline Bisset, donc Madame Lelay, vient la chercher. Elle n'est pas dans le train. Donc le train repart, enfin en tout cas le train se vide de ses voyageurs. Donc Jacqueline Bisset allume une cigarette et elle voit en face de la voie, donc sur l'autre quai, elle s'arrête, elle voit quelque chose. Et là, la caméra à ce moment-là panote et on voit qu'en fait Sophie était là déjà. Et on comprend. Après, on comprendra tout. Elle a pris un train avant parce qu'elle ne sait pas lire les horaires, donc elle a eu peur. Elle est là depuis un moment. Mais simplement, il y a le mouvement de la caméra qui, tout d'un coup, qui fait que dans le champ, tout d'un coup, on arrive à attraper cette forme sombre et immobile, comme ça, plantée comme ça, sur le quai de la gare. Ça produit quelque chose d'inquiétant et même d'un peu terrifiant. Et il va recommencer ce plan lorsque Sophie va visiter la maison, lorsque Jacqueline Bisset, donc Madame Lelay, va faire visiter la maison à Sophie Sandrine Bonner. Il y a dans le salon, lorsqu'on arrive au salon, que sera la pièce où se passera la catastrophe finale, on a un mouvement de caméra, la caméra glisse comme ça sur la bibliothèque, elle passe dans la télé, hop. Tout d'un coup, à nouveau, on a dans le coin du plan, on a Sophie qui est immobile, alors que Madame Lelièvre, qui est un peu plus près, dans le coin gauche, elle bouge, elle parle. Et Sophie, et tout d'un coup, c'est un peu, c'est comme si on voyait un vampire, quoi. Hein. C'est Nosferatu. Il y a quelque chose de profondément terrifiant, fantomatique dans cette silhouette-là. Et ça fait penser finalement, ça c'est comment dire, c'est quelque chose que va utiliser Chabrol assez souvent, qui fait qu'à un moment donné, une forme humaine dans le plan devient plus que simplement la personne dont elle est, comment dire, l'enveloppe, mais un fantôme. Un fantôme ou un vampire, il y a ça dans Que la bête meurt. Ce sont des films, voilà, c'est un cinéma à la fois strictement réaliste et en même temps, tout d'un coup, il y a une dimension surnaturelle qui surgit. C'est en ce sens peut-être qu'on peut parler de cinéma expressionniste, c'est-à-dire que chez Chabrol, de façon là très très subtile, le monde psychique et le monde réel cohabitent et se superposent. Et on ne le ressent que par la mise en scène. Et ces 2 plans-là sont absolument remarquables de ce point de vue-là. Alors évidemment, on les voit, on ne fait pas attention. On ne fait pas attention, mais ils nous mettent mal à l'aise. Elle est un peu... Déjà, on vient de la rencontrer, on a plutôt envie d'être de son côté. Et elle fait rien pour qu'on soit de son côté. Et elle fait rien, et elle commence à faire un peu peur. Mais c'est vrai qu'elle, dans le roman, dans les toutes dernières pages, Ruth Randall parle de... Donc c'est Eunice, donc Sophie, n'aura été qu'une pierre qui respire voilà, toute sa vie. Et vraiment ce côté, c'est vraiment une pierre totalement opaque qui ne fait rien tout le long du film pour qu'on s'identifie à elle. Et l'identification va passer par autre chose. Et c'est ce que je disais au début, c'est-à-dire qu'elle est jamais parfaite, cette identification, parce qu'on ne sait pas qui on doit choisir. Et donc on va regarder une scène donc Sophie débarque, elle a commencé à travailler depuis quelque temps et la famille commence à parler de son travail, est-ce qu'ils sont contents? Et donc on voit tout de suite qu'il y a du lâcher prise, c'est plus tout à fait les précautions du début. On commence à parler alors qu'elle est pas loin, qu'elle peut tout entendre. Il y a déjà ce mépris qui consiste à rendre invisible ou à faire comme si elle était une chose parmi les autres choses. Voilà. C'est comme si elle n'était pas là, en fait. Donc on va regarder la scène.
Vous avez fait la jardinière de légumes? Bien sûr, madame. Je vous l'apporte tout de suite. Merci. Alors, elle est bien. Écoute, jusqu'à maintenant, elle est épatante. Je croise les doigts. Hein. En tout cas, tout est rangé et la cuisine est simple et bonne. Ouais. Et toi, elle te plaît, le gastronome? Ça va, ouais. Vous la mettez au milieu de la table, comme ça on s'en servira. Bien, madame. Il faudra peut-être quand même apprendre à servir. Bah, elle sait certainement. On peut quand même pas lui faire passer un examen. Alors, on part quand, papa? Le bateau sera à Bonifacio à partir du 20. Mais je m'occupe des billets d'avion. J'espère qu'on va pas encore s'engueuler comme l'année dernière. On peut prolonger si vous voulez. Oh non, moi je vais aller chez mon père. J'ai un copain qui fait une fête pour son anniversaire. Ça va être génial. Et Sophie, elle part aussi? Bah non. Elle vient à peine d'arriver. Je sais même pas si elle saurait où aller. En tout cas, on n'est pas envahi par son entourage. Pas une lettre, ni un coup de téléphone. Heureusement qu'elle a la télé. Attention les enfants, hein, ce poulet a l'air succulent. Vous l'abrutissez exprès avec cette vieille télé qu'elle a dans sa chambre. Allons, bon. Non mais, moi je suis soulagée. Je n'ai plus rien à faire. Je n'ai même pas à lui faire la conversation. Bah, vous la laissez croupir, oui. C'est un être humain, pas un robot. Tu crois pas que tu exagères un peu? Sophie, vous pouvez débarrasser. Impeccable. Sauf ton bureau. J'ai l'impression qu'elle n'est pas touchée au livre. J'aime autant ça. Plutôt qu'elle s'amuse à ranger mes papiers. Vous vous rendez pas compte que vous l'abrutissez? Pourquoi vous la laissez pas prendre la voiture? Rien que ça. Pourquoi tu la tienne, toi? J'y ai pensé. J'ai l'impression qu'elle ne sait pas conduire. Bon, je verrai ça demain. Si elle ne sait pas, on lui fera donner des leçons. Ça te va, Mélinda? C'est pas trop paternaliste? Paternaliste, non, mais démagogique, oui. Dis donc, toi, je t'interdis de fumer. C'est plus facile de ne pas commencer que d'arrêter. Voilà, c'est une scène très violente, mais d'une violence feutrée, on peut dire ça comme ça. Et on voit à quel point, progressivement, cette violence ne va cesser de croître. Et qu'en fait, il y a presque une sorte d'équilibre. C'est-à-dire que le massacre vient répondre à toutes ces scènes où, en fait, on voit qu'elle est traitée comme un chien, qu'elle mange les restes, comme vous dites, et qu'on parle à côté d'elle, enfin d'elle, on débriefe à côté d'elle. Voilà, il y a une sorte de décomplexion qui s'installe. La bonne devient boniche. Oui, bah c'est une scène, oui, une grande affection, violence, une violence feutrée, qui est la violence des rapports de classe, totalement nus, avec une certaine mauvaise conscience exprimée par un ou deux personnages autour de la table, notamment la fille, Mélinda, jouée par Virginie Ledoyen, qui reproche finalement à ses parents de la traiter comme un robot. De l'abrutir avec la vieille télé. C'est un être humain, et de lui donner la vieille télé. Donc elle a la vieille télé, elle mange les restes. Enfin, c'est vraiment... voilà. Et voilà, oui. Et Jean-Pierre Cassel qui dit cette phrase magnifique, il faudrait quand même lui apprendre à servir. Ben oui, c'est-à-dire que on peut prendre la phrase elle a plusieurs sens. Servir à table, elle ne sait pas bien servir à table, mais tout simplement à servir, à être à notre service, à être voilà. Donc c'est une phrase qui pourra dire elle n'est pas encore assez à sa place, à la place où elle devrait être, ou à la place où nous on voudrait la mettre exactement. Et il la félicite de sa transparence, de son invisibilité. Il dit elle n'a pas de visite, pas de carte postale. Et c'est là que la Mélinda va intervenir. Il faudrait lui prêter la voiture. Enfin, il faudrait qu'elle ait ses petites occupations, comme si voilà, faudrait lui acheter. Enfin, on a l'impression qu'on va lui, enfin, vraiment que c'est littéralement un chien. Et le mot d'ailleurs est utilisé par Mélinda à un moment. Et puis cette scène, comme vous disiez, la cérémonie devant la télé. Où même quand elle est éteinte, on s'installe devant. Sur le divan, voilà, toute l'organisation de l'espace. On dirait que c'est la télé qui organise l'espace, même quand il n'y a même pas besoin qu'elle soit allumée, qu'elle organise l'espace de la famille qui est comme ça en rang d'oignon, voilà, comme devant un peloton d'exécution. Alors Chabrol disait « Chacun accomplit à un moment donné une action dégueulasse et qui lui puisait sans s'en apercevoir, et ça tombe toujours sur la pauvre bonne. La façon dont la mesquinerie se part de fausses bonnes manières est assez réjouissante. » Donc on voit qu'il y a la dégueulasserie s'installe, mais c'est toujours une affaire de petits détails, et surtout, je pense que ça tient au fait que Sophie, à aucun moment, elle ne se plaint jamais des Lelièvre,
même auprès d'Isabelle Huppert, enfin même auprès de... Oui, c'est Isabelle Huppert, enfin c'est le personnage joué par Isabelle Huppert qui va lui dire, qui va charger ses patrons en fait, qui va lui dire, il t'exploite, il te laisse pas faire ce que tu veux, etc. Et on n'a pas le sentiment qu'elle a qu'elle a conscience, que Sophie et Sandrine Bonner a conscience exactement de ce qui se passe. Oui, donc il faut une alchimie, il faut la rencontre avec l'autre qui va avec ses mots tout d'un coup décrire une situation. Et donc cette postière, elle a déjà un rapport avec cette famille. Donc elle fouine dans le courrier, elle les déteste. Et même ce qui est très... c'est vraiment qu'un geste, mais Huppert a une carte postale pour... Enfin, la postière a une carte postale pour Sophie. Elle l'emmène... elle la ramène directement à Sophie. Et au lieu de rentrer par la porte, elle rentre par la fenêtre. Il y a déjà presque une sorte de d'intrusion. D'intrusion de l'espace. Elle dit, tu penses, je peux rentrer par la fenêtre. Et on voit qu'en fait, la postière met tout en œuvre pour trouver un secret dans cette famille, les Le Lièvre. Et c'est quelque chose de très important, le secret chez Chabrol. C'est quelque chose sur quoi se fonde la bourgeoisie, hein, même dans Juste avant la nuit, que la bête meurt. Enfin, il y a plein de films comme ça où on voit que la bourgeoisie se définit presque par ça, par ce qui a un secret et ce qui cache les secrets. Enfin, il y a vraiment cette double dimension. Et souvent, c'est qu'il y a un adultère, parfois c'est un crime. Et là, on voit qu'il n'y a presque rien. Il y a juste des faits qui ne sont même pas prouvés. Des rumeurs, des on-dit. C'est oui, la postière un peu faux-folle, un peu cinglée, qui raconte que Madame Le Lièvre a des amants qu'elle fait venir dans sa galerie, que la femme de Cassel, la première femme de Cassel s'est suicidée. Enfin, bon, on n'en saura pas plus sur cette famille, mais on peut se dire aussi que peut-être qu'ils ne sont pas aussi sympas et transparents qu'ils en ont l'air. C'est une famille recomposée, c'est important. Oui, c'est une famille recomposée, encore que bon, ça c'est assez fréquent aujourd'hui. Mais dans le cinéma de Chabrol, ça me semble-t-il une importance assez grande, même si là c'est plus... sans doute quelque chose pour définir aussi un certain air du temps et que finalement recomposer ou pas, la famille c'est la famille et que ça engendre des névroses tout autant qu'on soit recomposé ou pas. Mais chez Chabrol, il y a souvent la question de la paternité et de la filiation qui se pose. C'est un cinéaste du roman familial. C'est un cinéaste parce que le roman familial, c'est le remplacement du monde, enfin de la réalité ou plutôt l'explication de la réalité par une signification imaginaire. Et ça, c'est très fréquent dans le cinéma de Chabrol. On se raconte des histoires, donc on n'est pas... Donc, est-ce que mon père n'est peut-être pas mon vrai père, ma mère n'est peut-être pas ma vraie mère. Donc là, on peut dire que c'est très secondaire hein, dans le film, dans la cérémonie. Mais enfin, c'est vrai que c'est présent, et c'est vrai que... Le secret est plutôt du côté de la postière et de Sophie. C'est ça, en fait, le déplacement qu'opère le film. C'est-à-dire que ce n'est plus la bourgeoisie qui, pour exister, pour survivre, doit cacher ses secrets. C'est plutôt ces deux femmes. Les cadavres dans les placards sont chez les deux filles. Voilà, et donc il y en a quand même... Ils sont quand même très importants, et c'est ce qui va faire constituer le fait qu'on n'arrive pas à les défendre tout à fait, c'est que ce sont... Elles ont déjà tué. Voilà, elles ont déjà tué, donc peut-être qu'elles ne font que récidiver. On va regarder l'extrait numéro 4. Hé, c'est bien toi là sur la photo, hein? Tu t'appelles bien Sophie Bonhomme? Oui. Non, laisse ça là, on fera ça plus tard. Tu l'as pas tué ton père? On n'a rien pu prouver. Allez, c'est pour tout ça. On va aller faire le bien maintenant. Ça nous changera. Donc on peut mettre en rapport cette scène avec la scène où Monsieur Le Lièvre va voir la postière et lui reproche, lui dit
lui reproche d'ouvrir ses courriers et de les lire. Et elle dit, mais moi, je vous connais mieux que vous me connaissez. Je sais que voilà, votre ex-femme s'est suicidée, que votre femme est une putain. C'est peu de choses par rapport à ce que révèle cette scène. C'est-à-dire que Sophie a sûrement provoqué un incendie volontaire dans sa famille, dans la famille chez qui elle était une bonne juste avant. Et on apprend après plus tard que la postière a malencontreusement tué sa petite fille. Mais comme elles le disent toutes les deux durant le film, on ne peut rien prouver. Et en même temps, il y a ce rire démoniaque sur le lit, c'est qu'elles sont totalement démoniaques. Même quand elles ont des scènes ensemble, elles sont vulgaires, démoniaques. C'est-à-dire que la beauté du film, c'est le rapport évidemment ambigu, qu'on a envie d'être avec elle quand on voit la façon finalement dont les bourgeois se comportent. Et Dieu sait que c'est plutôt des bourgeois sympas, mais bon, c'est foutu, dès le départ. Et en même temps, elles sont déplaisantes. Et elles sont cinglées. Alors là, non, mais cinglées au sens, la séquence, c'est le moment où Chabrol avait expliqué d'ailleurs, c'est le moment où la folie à deux prend. La folie, voilà. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit deux pour que ce qui arrive à arriver par la suite arrive. C'est une alchimie qui se déroule entre les deux personnages. Alors ce qui est intéressant, c'est ce qu'on apprend sur elle, et notamment cette phrase qu'elle répète chacune, on n'a rien pu prouver, c'est-à-dire il y a eu un procès, le juge n'a pas pu prouver que j'avais tué ma fille, que c'était autre chose qu'un accident. Et Sandrine Bonnaire-Sophie, c'est son père en fait qui est mort dans un incendie, et on a criminel, mais on n'a pas pu prouver que c'était elle. Et finalement, pourquoi est-ce qu'elles vont se remettre à tuer? C'est que finalement elles pensent que il n'y a rien qui les arrête, puisqu'à partir du moment où on ne peut rien prouver, on peut tout faire. C'est aussi presque un cheminement logique et à la fois primaire, qui est, oui, pas vu, pas pris. Si il n'y a pas de preuve, on peut tout faire. On a déjà tué et il ne s'est rien passé. Et il y a ces deux phrases que j'ai lues de Chabrol et qui sont passionnantes. Vous dites, elles deviennent folles qu'à deux. Il faut vraiment qu'elles soient deux pour devenir complètement cinglées. Il dit aussi, la famille Lelièvre n'a effectivement rien à se reprocher, mais on trouve à peu près normal qu'on les descende. Ils sont monstrueux, mais ils ne le sont pas individuellement. C'est-à-dire qu'on ne peut rien reprocher à l'individu dans les deux cas, du côté du prolétariat comme du côté de la bourgeoisie, mais on peut reprocher collectivement des choses aux deux camps. C'est ça qui est très juste dans le film, et on le voit bien quand on voit Jacqueline Bisset, donc Madame Lelièvre toute seule, ou quand on voit un personnage tout seul, il est assez inattaquable, assez irréprochable. Et tout de suite, quand on voit la famille Lelièvre ensemble, on a envie un peu de les frapper. Donc ça, c'est très très juste sur la différence entre l'individu et le collectif. C'est-à-dire que la bourgeoisie n'existe qu'à partir du moment où il y a... C'est-à-dire qu'il a désubjectivé la dimension bourgeoise. On peut dire, peut-être que dans ces films d'avant, fondamentalement, la bourgeoisie, c'était aussi une subjectivité, c'était une psychologie, c'était un comportement, c'était l'individu bourgeois, la rétention, l'explosion, la frustration, Michel Bouquet, dans les films des années 70. Là, c'est l'État bourgeois lui-même qui est l'horreur, en fait, qui est la chose, et pas tellement la subjectivité des individus, qui sont d'ailleurs effectivement plutôt sympathiques, encore qu'on pourrait discuter de ça, mais on pourrait discuter de ça parce que vous l'avez souligné vous-même, il y a toujours un moment où quelqu'un de la famille fait quelque chose d'inacceptable. Il y a même ce moment assez bizarre où Virginie Ledoyen répare la voiture la fille répare la voiture de la postière qui est en panne parce qu'elle aime bien la mécanique. Puis elle demande à Isabelle Huppert, donc la postière, un mouchoir. Elle s'essuie les mains et elle lui jette dans la voiture. Elle lui jette à la figure, quoi. Et c'est un geste à la fois d'inattention, mais en même temps d'inattention, mais pas seulement un geste. Où il y a un mélange de négligence, d'inattention et de mépris. Et donc, c'est humiliant, quoi. Il y a des petits moments humiliants. Sans doute des moments, de toute façon, on voit bien, celle qui veut le plus contrôler, c'est Mélinda, c'est Virginie Ledoyen, qui veut le plus contrôler son comportement. Et à chaque fois, il lui échappe quelque chose. On peut dire le coup du mouchoir, on peut dire que lorsque, on discutera de cette scène, lorsque elle découvre l'analphabétisme de Sandrine Bonnaire, elles prennent le thé à la cuisine et elle se propose de faire le thé. Donc elle fait le thé, pendant que Sandrine Bonnaire, je crois qu'elle fait de la couture, continue de coudre à table, donc elle
propose de faire le thé, et puis elle s'assoit, et puis elle dit... Il n'y a pas de sucre? Et elle attend que l'autre aille chercher le sucre. Donc à un moment donné, ça vous échappe, quoi. C'est voilà. Celle qui essaye de se retenir le plus, mais qui qui laisse échapper des... Qui laisse échapper, voilà, c'est des lapsus ou des, je sais pas, des erreurs, en tout cas, elle laisse échapper la nature, alors ce qu'on peut peut-être considérer comme étant la nature profonde de son être social, ou ça peut aussi être, voilà, de pures erreurs banales, hasardeuses, contingentes, qui vont entraîner la catastrophe. Parce que le grand sujet, évidemment, du cinéma de Chabrol et de ce film-là, c'est la fatalité. C'est-à-dire que un événement en entraîne fatalement un autre. Et il était fasciné, parce qu'on n'en a pas parlé, il est fasciné par Fritz Lang. C'est le cinéaste. Il y a deux cinéastes qui le fascinent beaucoup, c'est Fritz Lang et Alfred Hitchcock. Et il aimait... Alors, il disait beaucoup, il ne faut pas imiter Hitchcock parce qu'on se plante toujours. Il pensait à des petits camarades à lui qui n'avaient pas réussi de... Pense à qui ? Je pense qu'il pensait à Truffaut, par exemple. Bon, il faut pas. En revanche, Lang, il faut mieux copier Lang parce que ça se voit pas et c'est très facile à faire. Et je pense que il avait écrit, il l'a souvent dit de Lang que ce qui le fascinait chez Lang, c'est qu'un plan entraînait implacablement le plan d'après, que c'était totalement fatal. Mais évidemment, c'est pas seulement une question de plan et d'esthétique, c'est une question que ce qui va se passer suit un déroulement implacable et inéluctable, et en même temps, il n'y a que du hasard. C'est ce que dit le personnage de Michel Duchossois dans Que la bête meurt. Le hasard, il n'y a même que cela. Donc, un événement, quelque chose qui arrive, ce qui va arriver à la fin de la cérémonie, c'est à la fois quelque chose de totalement hasardeux et en même temps de totalement inéluctable. Et c'est le déroulement des événements sur lesquels sans cesse on s'interroge quant à leur déterminisme ou leur côté hasardeux. Et ça, la cérémonie, c'est est-ce que ce qui arrive à la fin du film, ça devait arriver, ou bien est-ce que c'est une suite de hasards absolus, au-delà des déterminations de classe. C'est là où le côté dernier film marxiste n'est pas suffisant, et peut même être un peu un piège chez Chabrol. C'est est-ce qu'une série, il n'y a pas aussi une série de hasards qui font que quelque chose arrive? En même temps, elle récidive. Oui, mais ça fait partie des hasards aussi. Le hasard, c'est qu'avant, elles avaient déjà commis un meurtre, par hasard ou pas, on n'en sait rien. Enfin, est-ce que cet antécédent-là a à la fois déterminé ce qui va arriver, mais en même temps, est-ce que ce qui arrive, c'est pas aussi... Et si il y aurait pu y avoir... vous pouvez imaginer plusieurs hypothèses. Il y a un côté très bourgeoisien chez Chabrol, le jardin au sentier qui bifurque, c'est-à-dire qu'on a parfois le sentiment que il y a une réalité virtuelle qui pourrait être tout à fait différente. Alors on va regarder la scène où Monsieur Lelièvre demande à Sophie de ramener un dossier à son assistant, à son coursier, et elle va échapper à cet ordre d'une façon tout à fait particulière, en neutralisant presque le réel, comme elle sait si bien le faire, toujours avec ce personnage d'une importance énorme dans le film qui est la télévision. Allô? Bonjour Sophie, pardon de vous déranger. J'ai oublié sur mon bureau un dossier dont j'ai absolument besoin. J'envoie le chauffeur le prendre. Vous pourriez le lui donner? Bon, il est sur la pile de gauche. Il est facile à trouver dessus, il y a écrit... On se surnomme ça comme. On est haut comme trois pommes et nous on met la gomme. Je suis Nag, moi c'est Coco, moi c'est MC. Donc là on a vraiment aussi une dimension, une facette de Sophie qui apparaît, c'est-à-dire que c'est une petite fille. C'est deux petites filles d'ailleurs. Pardon. Puisque la
La postière, à un moment, a des couettes. Les gants à motifs, les petits gants de laine avec des motifs de voilà, saucisses, donc elles sont infantilisées. Et comme je disais tout à l'heure, elle ne sait pas lire et elle est désarmée face au monde. Et il n'y a que la télévision, presque. Son seul rapport au réel, on a l'impression que c'est devant la télévision. C'est vraiment encore frappant. que là, est-ce qu'elle regarde vraiment l'émission ou est-ce qu'elle s'abrutit pas pour oublier que la réalité tout d'un coup devient dangereuse et violente, puisqu'on lui demande de chercher un dossier et elle a peur qu'on découvre qu'elle ne sait pas lire. En fait, c'est ça, c'est cette terreur-là qui la prend tout d'un coup. Et en fait, c'est quelqu'un, d'une certaine façon, pour qui le réel est encore plus résistant que les autres parce que elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire, et donc elle ne déchiffre pas le réel. Donc le réel lui revient de façon très violente dans la figure, quoi. Parce que de toute façon, l'écriture, le langage et l'écriture, c'est quelque chose qui sert à faire passer le réel, hein, même à le perdre un peu, quoi. On peut dire parler le réel, c'est le perdre. Enfin, en tout cas, voilà, l'écriture, c'est un ordre symbolique auquel elle n'a pas accès, et donc elle n'a plus que la violence du monde réel, qui évidemment va lui revenir doublement dans la figure si on découvre justement qu'elle ne sait ni lire ni écrire. Et donc ça, c'est très beau dans le film, mais c'est très douloureux pour le personnage. Et on comprend que là, la télévision, tout d'un coup, c'est l'autre monde, celui dans lequel on voudrait être, celui par lequel on voudrait être englouti. Hein, c'est celui où tout va bien, parce que c'est vraiment, c'est la télévision que j'ai bien connue, c'est-à-dire Pascal Sevran. Chabrol voulait aussi filmer Dorothée, mais Dorothée ne voulait pas. Il y a les minicums, enfin, c'est vraiment un état de la télévision où tout va bien, tout le monde sourit. Il y a vraiment cette dimension presque très angoissante des programmes que regarde Sophie. Et même dans la façon dont il filme le rapport à la culture, c'est-à-dire il y a la postière, à un moment, on regarde la bibliothèque et dit « Ah, moi qui adore lire », et puis elle prend un volume, elle ouvre, elle dit « Ah, Voyage au bout de la nuit, tu penses que c'est bien ?» Donc on voit qu'en fait... Elle dit « Céline, c'est le prénom de ma mère ». Oui, voilà, c'est ça, c'est terrible, et en même temps, je vois très peu de films sur le sujet qui filment aussi bien ce rapport de classe à la culture, où la télévision, il y a deux usages, la littérature aussi, il y a deux usages, on imagine qu'elle lit des romans de gare. Il n'y a pas de sucre? Tiens, on va s'amuser un peu. J'ai vu qu'il y avait un test marrant. Voilà. Êtes-vous une salope? Ils vont pas avec le dos de la cuillère. 1. Il vous annonce qu'il est tombé amoureux d'un homme. A. Vous éclatez de rire. B. Vous lui faites passer un test HIV. C. Vous demandez le divorce. D. Vous demandez à connaître l'autre. E. Vous lui proposez de vivre à 3. Ou F. Vous exigez que cela reste secret. On va faire autrement. C'est vous qui allez me poser des questions. On verra quelle salope je suis. J'ai du travail, moi. Il y en a pour 5 minutes. J'ai pas mes lunettes. Assis, les voilà. Tenez. Sophie, je vous ai choquée? Je suis désolée. On va regarder la mode? Oui, j'aime mieux. Vous êtes dyslexique? Hein? Excusez-moi. Je veux dire, je savais pas. Vous pouvez pas lire? Vous savez pas? Vous auriez dû nous le dire, vous savez. Il y a plein de gens comme vous. Je peux vous apprendre si vous voulez. L'autre jour à la télé, j'ai fait une émission sur ça. Sur l'analphabétisme. Il y avait un médecin et une femme. Elle racontait qu'elle avait trouvé le moyen de soigner les gens comme vous. Même beaucoup plus vieux. Elle a écrit un livre. Je suis sûre que mon père vous enverrait la voir à Paris. Si vous répétez à quelqu'un le mot que vous avez dit, je raconte à votre père que vous êtes enceinte. Quoi? Si vous parlez, je raconte tout. C'est pas moi la salope.
C'est vous. Vous n'avez qu'à pas vous mêler de ce qui vous regarde pas. C'est le moment un peu clé qui va évidemment précipiter le drame. Enfin, il y a une succession de petits événements, mais c'est la découverte de l'analphabétisme de Sophie par la fille de la famille, Mélinda. Et on voit bien que ça part comme ça d'un jeu, ça part d'une situation a priori anodine ou quand même celle qui se propose de traiter d'égal à égal la bonne, finalement, à un moment donné, il va lui demander de chercher du sucre, donc ça marche jamais. Mais surtout, elle veut en faire elle veut chercher une espèce de complicité avec elle, et maladroitement, elle découvre que c'est pas possible. Et non seulement ça, mais par une succession de micro-événements, elle va découvrir l'analphabétisme de Sophie, tout simplement en essayant les lunettes de Sophie, donc Sandrine Bonnaire, et en découvrant que ce ne sont pas des verres correcteurs, qu'elle utilisait ces lunettes justement pour ne pas avoir à lire. C'est un prétexte, je ne vois pas bien, donc je ne peux pas lire la liste des courses, etc. Et j'ai pas mes lunettes, etc. Et donc, ce qui est très beau dans le plan, parce que c'est dans le plan, dans la séquence, c'est la succession de gestes qui font qu'à un moment donné, les lunettes vont atterrir sur le visage de Virginie Ledoyen et donc révéler le poteau rose. C'est en tournant le magazine que tout d'un coup, les lunettes qui sont à un côté du magazine, elles tournent le magazine, et donc presque par un mouvement magique, les lunettes bougent. C'est comme si elles bougeaient toutes seules. Et elle se rapproche de celle qui va les essayer et qui va tout découvrir. Et donc, c'est, encore une fois, qu'est-ce que c'est ? C'est du hasard ou de la détermination. Enfin, c'est du hasard. Les lunettes étaient posées là. On tourne le magazine et tout d'un coup, c'est comme si elle bougeait toute seule et que la fatalité en marche, c'est un magazine qui tourne sur lui-même pour faire changer de place des lunettes qui n'ont pas de verre correcteur. Et ça, c'est très fort. C'est à la fois totalement trivial et en même temps totalement tragique. C'est ça, Chabrol, c'est derrière la trivialité, derrière même parfois le grotesque, il y a la tragédie, et là, la tragédie est en marche. On voit que normalement, après cette scène, elle devrait être d'égal à égal, puisque chacune a un secret, puisque Mélinda, juste avant, était au téléphone avec son petit ami et lui annonce qu'elle est enceinte et que ça va être une catastrophe dans sa famille. Et c'est très... pour moi, il y a vraiment quelque chose de nouveau, en tout cas dans le cinéma de Chabrol, c'est à quel point, cette fois-ci, le secret ne pèse pas du côté de la bourgeoisie. C'est-à-dire que ensuite, Mélinda va aller voir son père, elle va lui dire « elle m'a fait du chantage et donc lui a révélé qu'elle était enceinte ». Et c'est très bizarre comment Chabrol ne filme pas du tout la réaction de Monsieur Lelièvre qui apprend que sa fille est enceinte. C'est totalement absent du film. On ne sait pas ce qu'il en pense. Parce que c'est là où Chabrol est très fort, c'est que finalement, dans la bourgeoisie moderne, c'est qu'elle n'a pas de secret. Elle n'a plus de secret, ou que ça compte pas. Et que justement, elle s'est tellement émancipée elle-même du comportement, de sa classe, etc. Elle s'est émancipée je dirais, encouragée par la modernité, par le monde contemporain tel qu'il a évolué, etc. Et donc, c'est un secret, mais c'est pas grave qu'elle soit enceinte. Et puis finalement, voilà, dans toutes les bonnes familles, on va pouvoir traiter ce problème, soit un avortement, soit on élèvera l'enfant. Il aura des conditions de vie sans doute très, très confortables, etc. Donc, c'est pas du tout... c'est ça, la bourgeoisie contemporaine, le secret de la bourgeoisie contemporaine, c'est que finalement, elle n'a plus de secret. Voilà. Et ça, c'est évidemment, vous avez eu raison de le souligner, tout d'un coup, cette information-là, elle disparaît au profit d'une autre plus importante qui est la bonne fait du chantage, il faut la licencier, etc. Et donc, voilà ce que deviennent les secrets de la bourgeoisie. Et effectivement, les secrets, ils sont ailleurs, ils sont enfouis, mais ils ne sont pas forcément là où on pense qu'ils sont. Et donc, elles devraient chacune détenir un secret sur l'autre. Finalement, Mélinda va la dénoncer. Sophie va être licenciée. Elle a 1 semaine pour partir. Et cette semaine de trop qui va être un peu fatale, là encore, c'est presque le hasard ou fatalité. On va voir la scène de massacre. J'espère que les abonnés auront vu le film avant de voir cette émission. Et qui donne tout son sens à ce qu'est la cérémonie, puisque Chabrol dit que c'était comme ça qu'on nommait les actes d'exécution capitale, les punitions d'une faute dans une société déterminée. Alors reste à savoir quelle est la faute, même si, on va voir, mais on va regarder la scène. Tu crois ? Je vais voir.
Laisse lui donner sa soirée d'adieu. J'en ai pour 1 minute. Dépêche-toi, tu vas rater le début du 2e acte. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous allez me faire le plier de police à tout de suite et dégarpir au plus vite. Sinon j'appelle la police. Je vous avais dit de ne pas remettre les pieds ici. Bah voilà un qui aura plus mal aux dents. Qu'est-ce que c'est? Alors il y a un coup de feu? Mais non, c'est la poussière qui s'en va, l'ennemi, qu'est-ce pourri. Filtrier, c'est ce que je préfère. Mais Georges, qu'est-ce qu'il fabrique? Il a tiré sur ces 2 folles et il sait pas comment le dire. Gilles, vas-y. Je suis inquiète. Mais taisez-vous, ça va, il lui faut la porte. Allez, on y va. Vas-y, Gilles. Je t'en supplie. Et mon mari? Il est mort, votre mari. Veggenti alla finestra, sala messa. Ça va. On a bien fait. Va falloir que je m'en aille. Tu sauras comment faire. Oui, je vais tout ranger. Après, il faudra que tu appelles la police. Tu leur diras que tu as tout trouvé comme ça. Non, ils pourront rien prouver. Tiens, je prends ça. Ça me tente. C'est à Mélinda. C'est Jérémy qui lui a offert pour son anniversaire. Bah justement, elle n'aura plus besoin. J'y vais.
qui est assez drôle, moi, je trouve, c'est que la famille s'habille. Hein, on a l'impression qu'elle va partir à l'opéra. Et en fait, elle va regarder la télé. C'est ça qui est très drôle, c'est qu'on s'habille pour regarder la télé. On a peut-être l'impression que la cérémonie commence, en tout cas. Et c'est toute cette dernière partie du film. Il mime le rituel de l'opéra, c'est aussi, encore une fois, très ironique. Hein. C'est une famille, voilà, c'est une famille qui manie l'ironie sans arrêt. Et donc, on s'habille comme à l'opéra pour regarder un opéra chez soi à la télévision. Mais c'est du jeu. Voilà, on joue et on est ironique. Et donc, vous avez décelé que j'avais vu en revoyant le film il y a quelques jours, ce léger fondu qui a aucune raison d'être là. Quand les deux filles boivent leur chocolat chaud là, après avoir tué le mari et avant d'aller au salon pour exterminer la famille, il y a évidemment ce moment où elles boivent du chocolat et il y a un fondu enchaîné, donc très, très étrange. Alors Chabrol a donné une explication, hein. C'est qu'en fait, il voulait qu'on ait la sensation du temps qui passe, qu'en fait, ça ne se passe pas instantanément, tout simplement pour que de façon un peu crédible, on tombe sur le morceau de musique de Mozart, donc Don Giovanni, les mandolines, qui accompagnera ou sera le contrepoint du massacre. Et donc, à ce moment-là, comme ce n'est pas au même moment dans l'opéra qu'au moment où Cassel est sorti, donc il fallait qu'il y ait cette sensation du temps qui passe, ce qui peut-être est une explication. Maintenant, je pense qu'il y a plusieurs ruptures comme ça dans la continuité où, en fait, les scènes qu'on voit à la télévision ne correspondent pas vraiment au temps normal et réel de l'opéra, mais peu importe. Ce qui est étrange quand même, c'est que on voit que ce raccord, c'est un tout petit raccord en fait. On a l'impression qu'il a fait un plan, puis qu'il l'a coupé, qu'il l'a superposé sur un geste d'Isabelle Huppert. Hein. C'est comme s'il y avait en fait une seconde de décalage entre le premier plan et le second. Ce qui fait que, au-delà de l'explication rationnelle, après tout, pourquoi pas, de ce fondu enchaîné, on a une autre sensation, qui est là pour le coup, c'est une sensation, c'est une perception comme ça du film quand on est devant l'écran, c'est d'un décollement de la réalité. Que tout d'un coup, là, il y a deux niveaux qui se superposent, là, comme un feuilleté de situation, un feuilleté de réalité, ce qui arrive parfois dans les films de Chabrol, de façon bizarre. Il y a notamment dans La femme infidèle un plan, celui où Maurice René, qui joue le rôle de l'amant de la femme de Michel Bouquet, meurt parce que Bouquet l'assomme, et en fait, il tombe deux fois. Il y a un plan général où il tombe, et il y a ensuite un gros plan où il retombe. Et donc, tout d'un coup, il n'y a plus de... Il y a une couture, si vous voulez. Le réel n'est plus sans couture. Enfin, le continuum temporel, tout d'un coup, il n'y en a plus. C'est qu'au contraire, là, on est dans deux niveaux de réalité, deux temps parallèles. Enfin, on peut après spéculer là-dessus. Mais plus logiquement, Chabrol a l'air comme ça de nous dire qu'on est toujours au cinéma pour le coup, dans deux niveaux de réalité. Il y a la réalité, et puis il y a un monde qui n'est pas celui de la réalité. Et que ces deux mondes, seul le cinéma peut restituer ces deux mondes-là. Voilà un cinéaste essentiellement réaliste, hein, qui va filmer là un fait divers de façon implacable, et en même temps, régulièrement, il y a des moments dans le film où le réel n'est plus suturé. Le réel, tout d'un coup, se disloque, se décolle, et on est peut-être dans une réalité virtuelle qui cohabiterait avec une réalité réelle, pour le coup, enfin, authentique, quoi. Et donc, c'est vraiment le sentiment que procure ce plan qui renvoie finalement le film à autre chose que simplement l'idée de raconter un fait divers. Alors, pourquoi vous dites fait divers? Parce que enfin, fait divers, ça pourrait être un fait divers. Qui serait celui des Sœurs Papin, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, qui est un fait divers des années 30. Et d'ailleurs, Chabrol, c'est marrant qu'il s'intéresse à des faits divers dans les années 30, c'est-à-dire que vraiment juste avant la montée du nazisme et dans Violette Nozière, donc il y a un autre fait divers ces deux faits divers qui ont passionné les Français, donc les Sœurs Papin, qui étaient deux domestiques qui ont atrocement massacré et défiguré leur patronne et sa fille, donc deux domestiques modèles. Hein. Et donc il y a je pense que c'est pas anodin si dans deux films différents, il s'intéresse
à ces figures totalement sulfureuses qui renvoient à des personnages réels. Violette Nozière a été graciée. Bon, les sœurs Papin, non, mais il y a toujours cette volonté de chercher dans l'histoire du fait divers français matière à ces films. Et Ruth Rendell, vous disiez qu'elle s'était inspirée elle-même s'était inspirée pour son roman de ce fait divers. Papin, oui, absolument. Enfin, elle y a pensé quand elle a écrit le roman, disons. Inspirée, je sais pas, mais enfin, elle y a pensé en tout cas. Elle l'a dit. Oui, alors ces deux faits divers sont intéressants parce que c'est des faits divers. Les meurtriers ont été défendus par les surréalistes. Je sais que l'histoire des Sœurs Papin avait par ailleurs fasciné Lacan. Enfin, il y a évidemment une dimension symbolique ou d'exemplarité de ces faits divers. Vous avez raison de les rappeler. On est dans la société française des années 30. On peut évidemment voir dans l'assassinat l'assassinat des patrons par leurs domestiques, les Sœurs Papin, donc une forme de révolte primaire et sanglante, barbare. On peut voir dans l'assassinat de son père par Violette Nozière, enfin l'empoisonnement, évidemment, la révolte contre le père, éventuellement incestueux, en tout cas contre l'ordre patriarcal, etc. Donc il y a évidemment cette dimension symbolique du fait divers ça intéresse beaucoup Chabrol, mais il y a aussi l'histoire d'une affaire de femme qui raconte l'histoire d'une avorteuse sous l'occupation, sous le régime de Vichy, qui a été condamnée à mort et exécutée, avec toujours 3 films avec Huppert. Le fait divers, vous avez raison, 3 films avec Huppert. Alors, parce que le fait divers, c'est à la fois... Ce qui est fascinant dans le fait divers, c'est que c'est à la fois unique et déterminé. Enfin, c'est-à-dire qu'on peut... Voilà, le fait divers, c'est vraiment, on est dans la contingence, ça arrive une fois, ça met en place des individus, etc., qui commettent un geste, un passage à l'acte, qui devient un crime, enfin, qui est un crime. Et en même temps, c'est aussi... ils ont une valeur d'exemplarité ou de symbole. C'est-à-dire que le fait divers a toujours... Il y a à la fois le caractère purement contingent et unique du fait divers et en même temps sa dimension symbolique. On a l'impression que ça tend un miroir. Ça fascine en tout cas, beaucoup. à la France, je viens de dire, c'était une sorte de miroir tendu à une France patriarcale. Là, pareil, à une France, à la bourgeoisie française. Donc c'est à la fois... Et en même temps, c'est évidemment un fait social quelque part. Le fait divers, c'est la tragédie du monde, c'est la tragédie moderne. Si vous voulez faire un cinéma essentiellement réaliste, un cinéma qui va filmer le monde d'aujourd'hui, un cinéma dans lequel vous êtes obligé de saisir des situations familières, des objets familiers, être à la fois pour que vous soyez cru par le spectateur. Il y a ce fameux effet de réel. Dont parlait Barthes à propos de la littérature, où il faut mettre des choses insignifiantes pour qu'on ait la certitude qu'on est dans le réel. Chabrol n'arrête pas de jouer avec ça. C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'on soit dans une situation réelle. Donc le fait divers, c'est la tragédie du monde réel. On n'est pas, pour le coup, on n'est pas dans l'opéra, on n'est pas dans le roman policier, on n'est pas dans le roman policier au sens, je dirais, conventionnel du terme. On est plutôt dans... l'aventure de la tragédie quotidienne et familière. Et peut-être même prolétaire. Il y a presque une sorte de... Le fait divers, c'est presque, en tout cas chez Chabrol, un peu le roman du pauvre, quoi. Il y a un peu cette dimension-là. C'est la tragédie du pauvre. Voilà, vous avez raison. C'est ça. Donc on va revenir à la scène, parce qu'il y a plein de détails. Encore une fois, on essaye d'en déchiffrer un maximum. Déjà, cette télévision mise suffisamment fort pour que les coups de fusil ne s'entendent pas. Et là encore... c'est un cache réel, puisque on essaye de se rassurer, mais non, c'est pas des coups de fusil, c'est Sophie qui part avec sa voiture pourrie, mais non, c'est voilà. Pas Sophie, Jeanne. Non, c'est Sophie. Ah oui, peut-être. D'accord. Oui. Ah oui, pardon. C'est Jeanne. Enfin voilà. En tout cas, la télévision, atténue, enfin empêche de voir la vérité en face, et personne veut y aller. Et Madame Lelièvre envoie, d'abord les plus coupables en plus, le père, puis le fils, et ensuite ce sera à leur tour d'être fusillés. Et puis ces coups de fusil, c'est un détail qui peut même, moi je pense que ça m'avait échappé la première fois, ces coups de fusil sur les livres, qui peut-être que ces coups de fusil sur les livres auraient suffi à venger Sophie. C'est ça sa vengeance, puisqu'elle est analphabète. Elle tue le capital culturel des Lelièvre, et c'est ça qui est très beau. Chabrol disait que pour lui, c'est pas le premier meurtre, le premier crime qui compte, c'est pas Monsieur Lelièvre tué,
qui compte. Le vrai meurtre, c'est ensuite. C'est-à-dire qu'il y a un décalage, une nuance. Le premier semble totalement hasardeux. Elle lui tire dessus presque. On peut penser que le coup est parti tout seul. Enfin, en même temps, elle se recule, elle a l'air assez déterminée. Il y a un sentiment de préméditation, alors que la préméditation est assurée pour la famille. Et donc, le deuxième, il faut finir le boulot. Et ce qui est très beau, c'est notamment à la fin, quand tout le monde gît à terre ensanglanté, Sophie, qui dit « je vais nettoyer », comme si en fait elle n'est toujours pas libérée de sa condition de boniche. Elle va encore nettoyer, elle va passer à l'aspirateur, cette fois-ci pour nettoyer une scène de crime. Mais au final, rien n'est résolu, elle n'est pas... voilà, elle reste une boniche. Peut-être que sa conscience de classe n'est pas advenue tout au long du film. Oui, s'il suffisait d'assassiner une famille bourgeoise pour changer les rapports de classe dans la société, ça serait à la fois simple et barbare. Mais évidemment, c'est pas comme ça que ça se passe. On est quand même dans une histoire de spirale de folie. Et d'ailleurs, ce qui est très beau, c'est le sentiment d'hébétude des deux filles une fois que le crime a été commis. Et le retour, c'est là où la vraie cruauté du film apparaît, le retour au comportement familier et quotidien. Je vais nettoyer, bah ouais, c'est ce qu'elle fait toute sa vie, donc je vais nettoyer. Et effectivement, elle va passer l'aspirateur, on va l'entendre dans la toute dernière séquence, enfin un peu avant la fin. Et l'autre, elle lui fait la bise et elle s'en va, quoi. Comme, bon, ouais. Bon. Oui, elles sont complètement folles. On peut dire d'un point de vue là pour le coup marxiste que la violence individuelle ne change pas les règles de la société. C'est un acte dont la cause n'a jamais été rationnellement construite. Donc après, Chabrol a beau jeu de dire c'est un film marxiste, donc il trouve une cause à ce crime. Évidemment, ça a beaucoup plu parce que, encore une fois, c'est une cause politique, sympathique, tout ce qu'on veut, etc. Mais en même temps, je pense que la beauté du film, sa noirceur profonde, c'est qu'on ne connaîtra jamais la cause véritable, sinon qu'on en a, on n'a qu'une suite de conséquences, en fait. Le cinéma, c'est ça. Le cinéma n'est pas là pour rechercher les causes, le cinéma est là pour montrer des conséquences. Et Chabrol, c'est vraiment un cinéaste de la monstration, le cinéma est là pour montrer. Et donc, on va montrer une série d'événements comme ça, et nous, on va raccorder dans notre tête de spectateurs, oui, on va trouver des justifications politiques, idéologiques, psychologiques, tout ce qu'on veut, mais la beauté de la cérémonie, c'est qu'il restera toujours des zones d'ombre, il restera toujours des moments qu'on ne pourra pas expliquer rationnellement. Et ça, on en aura le sentiment simplement le fait par ces plans un peu bizarres, où il recadre Sandrine Bonner, immobile dans un coin, ces plans sur des pièces vides, ces plans, voilà. C'est des plans qui ne veulent rien dire, mais c'est des plans qui sont là pour empêcher le spectateur de raccorder systématiquement des causes et des conséquences. Et ça, c'est vraiment, je pense que c'est la vraie beauté de la cérémonie. On est bien au-delà de l'idée que c'est un film marxiste, etc. On est face à une forme de tragédie. Merci beaucoup, Jean-François Roger. Merci, Muriel Joudet.